Bonjour à tous les auditeurs, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle émission des Réponses sans tabou, découvrir pour les uns, mieux connaître pour les autres, la place, le rôle, l'histoire remarquable d'une grande institution du judaïsme français, le Séminaire israélite de France. Olivier Kaufmann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes grand rabbin de la place des Vosges, directeur de l'école rabbinique, petit-fils de grand rabbin. Vous êtes né en 1967 et vous avez été nommé directeur du séminaire en 2013. Vous êtes en charge de la formation de nos futurs rabbins. Alors, grand rabbin Olivier Kaufmann, comment d'abord, pour nos auditeurs, se porte aujourd'hui l'école rabbinique? Expliquez-nous son rôle, son histoire, ses difficultés. Alors, déjà, elle se porte mieux par rapport à la précédente émission dans laquelle vous avez eu la gentillesse de m'accueillir au mois de juillet dernier. Elle se porte mieux parce que cette année, nous avons... Grâce à l'émission ? Je vous disais en off, je pense que ça m'a apporté la bracha. Et comme on est à peu près croyant dans certains signes qu'on attrape au vol, alors oui, je dirais Siman Tov. Oui, on a eu de très bonnes recrues. Quand je dis très bonnes, c'est pas parce que les autres étaient moins bonnes. D'abord parce qu'il y a un plus grand nombre de nouveaux élèves, plus jeunes et célibataires. J'avais expliqué dans la précédente émission que ce qui parfois entravait le développement de la vie interne, c'est précisément qu'un élève marié peut pas être interne, il est externe, et quand on essaye de ramener une famille, c'est une famille avec des enfants. Donc on a actuellement un élève marié avec une épouse et un enfant dans un appartement qu'on avait pu construire à l'époque, avec Joël Mergui, où on avait trouvé les fonds pour réaménager un 3e étage avec 2 studios et un 2 pièces. Mais vous imaginez bien que les choses vont très vite et que du coup, là aussi, il a fallu agrandir de 2 pièces avec le studio pour que la famille puisse se sentir à l'aise. Nouvelle recrue, disais-je, parce que ce sont des recrues de divers horizons. On a des personnes qui, au-delà de la yeshiva, ont fait des études universitaires, même un qui a fait des études de journalisme. Donc, on a certains qui ont fait des études de droit. Donc, on a un panel qui, me semble-t-il, est beaucoup plus riche, haut en couleurs. Et ce qui nous fait aujourd'hui, avec un nombre de 12 élèves au sein de l'école rabbinique. Alors certains, je l'avais rappelé au mois de juillet, ont un emploi du temps qui n'est pas complet parce que j'ai dû aussi m'adapter et composer avec les emplois du temps de certains qui sont chefs de famille et qui ont besoin d'avoir des ressources financières annexes. Je dois dire aussi, parce que le président Eli Korchia l'a très bien dit dans une des chroniques qu'il avait tenues un vendredi matin sur Radio J, qu'il y a un véritable désir, une volonté politique de renforcer et de dynamiser l'école. Et le grand rabbin de France et le président Eli Korchia ont proposé d'une seule voix, devant la première commission administrative de la mandature d'Eli Korchia, d'augmenter les bourses. On en avait parlé ensemble, mon cher Rafi. Augmenter les bourses, ce n'est pas une... Mais le grand rabbin de Paris était très favorable. Tout le monde était favorable. Non, mais je veux dire que, comme ancien directeur de l'école, il comprenait bien le problème des bourses. Tout à fait. Je pense qu'on bénéficie de ce fameux plan de modernisation avec les diverses fondations qui vont faire en sorte que le consistoire, d'une manière plus générale, va se renforcer et se moderniser. Et dans le cadre de ce plan de modernisation, tel qu'il a été expliqué par Eli Korchia, il y aura une réévaluation, mais quand j'ai réévaluation, c'est même une augmentation conséquente des bourses pour que les élèves et surtout ceux qui sont mariés ne soient pas complètement écartelés entre diverses activités, qui puissent se consacrer plus pleinement à leur cursus au sein de l'école rabbinique et surtout que je sois plus attractif lorsque je reçois des candidats et que je puisse rivaliser avec certains kollélim qui donnent des bourses, dois-je le rappeler, beaucoup plus élevées que celles que nous donnons actuellement. Et je dois rappeler aussi, sans vouloir jeter la pierre à ceux qui étudient dans les kollélim, c'est qu'un kollelman, lui, il se donne corps et âme pour le limoud, pour l'étude. Et donc, on en mesure aussi, je dirais, la valeur. Mais le week-end arrivant, il va pouvoir profiter à bon escient avec son épouse et ses enfants de ce week-end. Nos élèves, eux,
ne chôment pas, puisqu'on les envoie en stage dans des communautés qui ne peuvent pas bénéficier de la présence à temps plein d'un rabbin en raison de budgets qui sont très très ténus. Et donc ces élèves vont faire leur stage, et quand ils reviennent le lundi matin, je peux vous dire que les professeurs me disent qu'ils sont parfois épuisés. Ce sont des week-ends intenses pour une rémunération très symbolique. Donc je dois rendre hommage à ces élèves, et quand je dis ces élèves, je pense aussi aux épouses des élèves, aux familles. C'est une véritable sortie d'Égypte qui se transbahute. Alors vous me direz, on l'a toujours fait, oui, c'est vrai, mais il est bon de le rappeler parce que souvent, vous l'avez dit, on oublie, on pointe du doigt les faiblesses, mais on oublie de mettre en avant aussi les atouts de l'école à travers ses élèves. Si je comprends bien, les élèves rabbins que vous avez aujourd'hui sont dans l'étude de la formation rabbinique proprement dite, la théorie, mais vous avez ajouté cette dimension de la pratique, c'est-à-dire c'est l'expérience d'acquérir, découvrir ce que c'est une communauté, qu'est-ce que c'est des fidèles, qu'est-ce que c'est une structure. Ça, c'est très important à vos yeux? Oui, c'est très important. Alors cette déclinaison a toujours existé, hein. Elle n'est pas arrivée depuis que j'ai pris la direction. Par contre, j'ai renforcé le partenariat avec certains présidents de communautés qui ont bien voulu aussi s'impliquer. Je pense à certaines communautés qui ont toujours été partenaires de l'école. Parce que quand vous envoyez, vous propulsez un élève comme ça dans un univers qui lui est souvent étranger. Alors, ils ont une expérience communautaire, mais ils arrivent... La province, c'est quand même un autre monde. Eh bien, les présidents et souvent aussi les grands rabbins régionaux vont les accompagner. C'est une forme de tutorat. Et l'accueil chaleureux, l'encadrement, le soutien va permettre aussi à ce que cette expérience qui peut être parfois traumatisante puisse être là encore très forte en émotion. Je pense à ce type de stage parce que c'est la rencontre avec l'autre, la notion d'altérité, mais aussi parce que souvent ils vont tout de suite être l'interlocuteur privilégié, parce que pour les pouvoirs publics ou les représentants des cultes, ils font pas la différence entre un délégué rabbinique, un élève rabbin et un rabbin. Non, c'est le représentant du rabbinat. Vous savez, quand vous allez aux urgences, vous ne faites pas la différence entre un interne ou un externe. Vous dites docteur. Mais comment, monsieur le grand rabbin, Olivier Kaufmann, comment vous expliquez un peu la difficulté de recrutement? Vous savez, vous parliez tout à l'heure du logement des élèves rabbins. J'ai un souvenir, vous n'étiez pas encore né, mais le 2e et le 3e étage de l'école rabbinique, c'était les chazanim et les élèves rabbins. Chacun avait une chambre, etc. Et aujourd'hui, vous avez regroupé dans des petits appartements pour favoriser des familles aujourd'hui. Parce que la société juive, dirons-nous, a changé. Je veux dire, la composante des élèves rabbins que vous engagez maintenant sont en général parfois des gens mariés. Mais est-ce que vous avez aussi des élèves célibataires? Alors justement, c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est que cette année, pour la première fois, en tout cas depuis que j'ai la direction de l'école, on a plus d'élèves célibataires que mariés. Mais la sociologie, vous le dites justement, la sociologie, je dirais, du groupe des élèves est profondément modifiée par rapport à celle que vous avez pu connaître. Alors, comment l'expliquer? Il semblerait qu'aujourd'hui, pour avoir la vocation déjà rabbinique, il faut se lever très tôt. Et puis, les jeunes ont besoin de réfléchir, ont besoin de passer par d'autres expériences avant de rentrer de plein pied dans un monde qui va solliciter de leur part abnégation, msirut nefesh, et ça, c'est une décision très difficile à prendre. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si le monde est plus difficile, mais les jeunes sont confrontés à des véritables questions existentielles. Souvent, on me demande, on m'interpelle, ou au conseil d'administration, mais même les professeurs, vous êtes sûr qu'il veut être rabbin? Mais comment je peux être sûr? Le seul qui peut être Bochen, Levavot ou Klayot, sonder les reins et les cœurs des hommes, c'est Dieu. Et c'est vrai, on n'est jamais sûr de rien. Vous savez, je regardais souvent des dossiers scolaires de certains. Vous ne faites pas une sélection très, très, très dure. Vous essayez de favoriser aussi. Écoutez, la sélection, on va être franc, la sélection, elle se fait en fonction. Si, il y a un dossier à remplir. Dans le dossier de candidature, il y a des recommandations de rabbins ou de grands rabbins. Donc on se fie à ce qu'écrivent les parrains. Vous savez, on demande toujours à un candidat d'être parrainé. Bon, après, on va aussi analyser la lettre de motivation qui est manuscrite, on va analyser le parcours, mais pour être honnête, aujourd'hui, statutairement, ce qui est exigé, c'est d'avoir le bac. Alors,
Je sais, il a toujours existé, le débat a toujours existé depuis le grand rabbin Sirat, avec le grand rabbin Bernheim. Est-ce qu'on doit lever la barre un peu plus haut pour exiger... Parallèlement à la formation rabbinique, il y avait l'idée aussi qu'il y ait une formation universitaire. Comme Vauquelin n'est pas très loin de la Sorbonne, c'était cette idée-là. C'est vrai. Concrètement, les emplois du temps, parfois, qui sont déjà très chargés, parce que quand vous avez précisément... Alors précisément, donnez-nous le programme. Comment, voilà, un jeune ou un adulte rentre dans l'école rabbinique, quel est le programme, combien d'années de formation et quel est le programme qui est proposé? Alors déjà, la formation de base, c'est 5 ans. Mais aujourd'hui, force est de constater que pour répondre aux besoins communautaires et souvent aux besoins matériels de l'élève, quand l'élève veut avancer vite, il y a des élèves qui font ça en 3 ans, voire même 2 ans. Mais en moyenne, c'est 3 ans, entre 3 et 5 ans. Mais comprenez bien que je peux avoir quelqu'un de brillant sur le plan académique, mais ça nous sert à rien, pour parler crûment. Si cet élève... C'est pas une garantie pour bien diriger et voilà, une communauté. Vous avez tout compris. On peut être un sommet d'érudition et être complètement tétanisé par le terrain communautaire. On peut être brillant en pile-poule et puis face à l'autre, être complètement décontenancé. Donc il y a une véritable formation pratique et je suis très clair et transparent avec les candidats. Vous voulez avancer vite? Moi d'abord, je ne prends pas la décision tout seul, je la prends de manière collégiale avec le conseil des professeurs, mais il faut que vous remplissiez toutes les exigences pratiques. Vous voulez avancer vite? Alors montrez que vous êtes capable d'avoir tout de suite une communauté dans les premières années du cursus. Prenez une communauté, faites vos preuves, faites tous les stages pratiques, les stages au Bed-In, les stages au service des conversions, les stages au service du statut personnel, la Chevra Kadisha. Si on forme juste un produit académique, ça ne sert à rien. Et le consistoire me dira, on a investi pour rien. Donc, allez vite, oui, mais pas à n'importe quel prix. Encore une fois, on n'est pas là pour diplômer, on est là pour répondre aux besoins de la communauté juive de France, et même francophone. Ça, c'est un discours qu'on peut comprendre, Olivier Kaufmann, parfaitement, les auditeurs comprennent. C'est audible. Mais c'est pas un reproche, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de communautés qui demandent à avoir un rabbin. Il n'y a pas assez de rabbins, disons, sur la place en formation ou qui vont... Mais on se rend compte que, par exemple, les Lubavitch prennent tous les postes. Est-ce que c'est positif, c'est pas positif? Qu'est-ce qu'il faut pour recruter? En plus, il faut associer les présidents de communautés. Est-ce que les institutions juives font les efforts nécessaires pour vous soutenir? Écoutez, je ne veux pas donner l'impression de me défausser. Mais si on fait une analyse, faisons-la de manière complète. Et ce discours, je l'ai tenu avec tout le monde. C'est un débat que nous avons avec le grand rabbin de France, avec le président du consistoire. On dit, oui, l'école rabbinique ne forme pas assez. Mais moi, je voudrais qu'on rentre de plein pied dans le sujet. Vous savez combien de rabbins sont sans charge communautaire? Alors on me dira, oui, mais ils ne sont pas faits pour ça. Alors dans ces cas-là, oui, alors moi je veux bien, mais à un moment donné, il y a un problème de casting et de ressources humaines. Et je sais que le grand rabbin de France s'est attelé à la tâche, il a même pris un ancien directeur de ressources humaines. En fait, il y a une cartographie qui mérite toute notre attention, une prospective. Oui, c'est vrai qu'il y a des postes rabbiniques vacants. Je sais qu'il y a des présidents qui nous en veulent, qui disent, mais je ne comprends pas, on a fait un appel à candidature, il n'y a pas de candidat. Mais il faut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de candidat? On envoie ça à tout le corps rabbinique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'attractivité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence sur le profil du poste? Alors je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence sur l'affectation? C'est-à-dire que les rabbins, pourquoi ils ne veulent plus porter candidat? Ils disent, mais de toute façon, les jeux sont faits. De toute façon, c'est verrouillé d'avance. C'est ce qu'on entend. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste qu'il y a un problème de confiance. Et c'est pas faute de l'avoir fait. Le Grand Rabbin de France lance des appels à candidature. Mais il y a une véritable réflexion à avoir. Dans cette réflexion, Olivier Kaufmann, je veux pas... je sais que les temps ont changé, la société juive a changé, mais votre grand-père, le grand rabbin Shili, prenait son bâton de pèlerin avec le grand rabbin Guggenheim à l'époque et allait de communauté en communauté dans les écoles. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que vous ayez des représentants? Mais c'est ce que j'ai fait là depuis le début de l'année. Je vous ai écouté, vous savez, Rafi, j'écoute les critiques constructives. Quand en juillet on en a parlé, je me suis dit, il faut vraiment qu'avant que je revoie Rafi, j'ai fait quelques écoles. J'ai été accueilli chaleureusement par
Madame Lafitte à l'école Maïmonide, où j'ai rencontré les élèves de terminale, et j'ai été même agréablement surpris parce qu'on a un rabbin qui a été formé par l'école rabbinique, qui est le rabbin Adam Touati, Yitzhak Touati, qui est rabbin de Tours, mais qui la semaine enseigne à l'école Maïmonide. Moi, je veux que les rabbins enseignent dans les écoles, parce que le rabbin, avant tout, c'est un enseignant, c'est pas un fonctionnaire du culte. C'est le terrain, voilà. Et elle me dit qu'elle lui a confié encore plus de responsabilités pour animer le Beth Midrash, pour animer la synagogue. Donc, j'ai pu évoquer avec eux la nécessité d'avoir une formation pluridisciplinaire avec ses élèves. Quand je suis allé à Otsara Torah, bon, c'est pas le même public, là c'était l'école des garçons, mais là aussi, j'ai compris, eux, ils veulent avoir des garanties. Quand vous leur parlez de l'école rabbinique, mais les questions posées par les élèves, c'est pas juste sur la vocation, ils sont tachles. Moi, je peux pas leur reprocher, demander, mais combien ça gagne un rabbin? Alors on me dit, faut pas parler d'argent, les rabbins, faut pas. Quand j'entends ça, mais pourquoi l'argent c'est sale? Nous, on n'a pas fait vœu de pauvreté, ni en tant que juif, ni en tant que rabbin. Pourquoi on devrait souffrir? Pourquoi on devrait être dans une posture christique? Où c'est écrit que pour atteindre le salut divin, la rédemption, il faudrait passer par la souffrance, les histoires. Non, aujourd'hui, on a des épouses de rabbins qui ne sont peut-être pas celles qu'on a connues. Un élève rabbin, c'est pas un juif de seconde zone. Exactement, c'est pas un schnorrer. Et après, il ne faut pas se plaindre. Alors, on me parle, oui, les enveloppes. Arrêtons ce mythe des enveloppes. Arrêtons. Et vous estimez, monsieur le grand rabbin, est-ce que vous estimez qu'une communication de l'école rabbinique est faite quotidiennement? Parce que vous faites un travail remarquable, d'accord, mais il faut le faire savoir. Et comment, je veux dire, beaucoup de gens ne savent pas, quand on parle d'école rabbinique, ça n'existe plus. Ou alors, quand on est gentil, on dit, il y a très peu d'élèves. Bon, mais ce n'est pas vrai. Il y a une institution remarquable, centrale dans le judaïsme français. Il faut que chacun d'entre nous y prenne sa part. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on a réfléchi avec, par exemple, Otsara Torah. On va peut-être organiser avant la fin de l'année scolaire une journée porte ouverte pour les élèves volontaires d'Otsara Torah pour essayer de faire une sorte d'immersion d'une journée dans ce milieu qui semble complètement feutré et secret. Maintenant, quand je vous disais... Je peux me permettre une réflexion. Certaines yeshivot viennent faire leur marché dans les écoles pour faire un an d'yeshiva. Pourquoi l'école rabbinique n'apparaîtrait pas comme l'année d'études du limoud pur offerte à ses élèves de terminale? Parce que, encore une fois, nous, c'est un peu comme la voie consistoriale. Hein. On est toujours le libéral de l'un ou l'intégriste de l'autre. L'école rabbinique, c'est pas une yeshiva, parce qu'il faut être honnête. C'est la voie d'excellence, mais en fait, on est à cheval entre les matières dites profanes et les matières kodesh. Donc, souvent, ce qui fait peur aux candidats, c'est de se dire, mais à quoi bon étudier les prophètes? Vous savez, il y a une forme de confusion. Les prophètes, c'est pour les chrétiens. Mais où on a vu ça? Et donc, en fait, on a l'impression, l'école rabbinique, c'est... c'est laïque. Oui, c'est laïque, pour pas dire... Et c'est élégant de le dire ainsi, mais bon, j'entends autre chose. Donc, il y a un vrai problème de réhabilitation. C'est pour ça que le fait qu'il y ait des gens qui viennent du monde de la yeshiva, c'est important aussi pour rétablir un peu les choses. Oui, je dis que la marque de fabrique de l'école, c'est précisément faire de la pensée juive avec le rabbin sultan. C'est étudier en même temps le Rav Kook, Saadia Gaon, le Maharal de Prague. Ça, pardonnez-moi, on ne le fait pas en yeshiva. On étudie autre chose, certes, mais on ne va pas étudier le prophète Oshéa, le prophète Yecheskel de fond en comble. On ne va pas avoir une initiation, certes très prudente, pour que les gens n'aient pas peur, sur une lecture des évangiles avec le grand rabbin Nezri, une formation pluridisciplinaire au dialogue interreligieux avec le frère Louis-Marie Coudray. Alors évidemment, ça, vous n'aurez pas ça en yeshiva, mais c'est pas parce qu'on le fait qu'on est des apicoros ou des je ne sais quels mécréants. C'est ça la difficulté. Je pense qu'il fait peur aux gens. À ce micro, Louis-Marie Coudray, vous rendez un hommage avec le grand Romain Bernheim parce que vous avez ouvert une dimension d'ouverture que les futurs rabbins découvrent qu'est-ce que c'est le christianisme. Ça veut pas dire... Oui, et découvrent aussi un véritable discours sans concession, parce que la singularité du frère Louis-Marie Coudray, c'est d'abord de parler hébreu couramment et de ne pas avoir de langue de bois. Vous voyez, par exemple, il dit Ancien Testament, c'est problématique. Lui, il appelle, moi c'est la première fois que j'entendais ça dans la bouche d'un ecclésiastique. Premier Testament. Ben, ça, du coup, ça avive, ça apaise les craintes, la méfiance, voire les a priori des élèves rabbins. Parce qu'ils sont le produit d'écoles juives.
Je ne sais pas si moi, en école juive, moi, j'ai jamais rencontré un ecclésiastique en école juive. Donc, il ne faut pas oublier que l'école rabbinique, les candidats qui viennent, sont les produits de la communauté juive. Moi, je veux bien qu'on mette tout sur le dos de l'école rabbinique. Mais nous, c'est ce que disent souvent les professeurs. Attendez, on ne peut pas reformater complètement un enfant. Alors, quand il a 19 ans, 20 ans, à peu près. Mais quand on a quelqu'un qui a déjà 26 ans, 27 ans, c'est tout un travail. Et tout à l'heure, quand je vous disais rabbins sans charge communautaire, mais vous savez combien de rabbins, de jeunes rabbins prometteurs ont fait leur alia? Pourquoi on n'est pas capable d'offrir une véritable qualité de vie? Donc aujourd'hui, je rends grâce au consistoire de réfléchir sur la revalorisation des bourses, mais je pense qu'il faudra aussi évoquer le problème des disparités entre les salaires des rabbins. À un moment donné, il faut mettre tout carte sur table. Moi, je veux bien qu'on mette l'école rabbinique. Mais dans ces cas-là, il faut avoir une vision globale. Si on est moins attractif, c'est que il n'y a pas véritablement de plan de carrière, il n'y a pas d'ouverture et de perspective pour un grand nombre de rabbins. Pour illustrer ce que vous venez de dire, monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, c'est que parfois, dans certaines banlieues, on voit des jeunes rabbins qui sont ils ont des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes psychologiques, des problèmes de couple. Et ils ont un salaire très minime. Quand ils payent 1500 € de loyer, ils gagnent 2000 €. C'est difficile. Et la scolarisation en école juive de leurs enfants. Certains se sentent un peu abandonnés. C'est une réalité aujourd'hui? Ou c'est le rôle de la hiérarchie, plus que l'école rabbinique, de les suivre? Je ne crois pas qu'il y ait un véritable abandon du corps rabbinique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense que tous, on essaye de les accompagner. Moi, en tant que directeur, tant qu'ils sont élèves, le grand rabbin de France, quand ils prennent en charge des postes rabbiniques, la difficulté, c'est que nous sommes tous éparpillés dans la France et que il est souvent difficile de déceler parfois ce que vous appelez élégamment des problèmes familiaux de santé, mais parfois, il faut le reconnaître, on n'anticipe pas parfois des accidents de parcours. Et il faudrait pouvoir, je ne sais pas moi, avoir un observatoire ou je dirais, une tour de guet pour pouvoir anticiper sur les difficultés de certains. Nous sommes tous des êtres humains avec nos failles. On n'a pas de leçon à donner à quiconque en termes de solidité psychologique. Vous savez, je voudrais dire, on parlait du frère Louis-Marie Coudray. On a fait un séminaire de 3 jours. D'accord, séminaire de 3 jours avec 3 après-midi. On est allé de fond en comble, en profondeur, sur la formation des dialogues interreligieux, mais aussi on a évoqué les origines juives de la liturgie. Pour que les élèves comprennent aussi les éléments de langage qu'ils peuvent entendre. Parce que moi, j'ai entendu les remarques et les critiques de présidents de communauté, que souvent, les jeunes rabbins, dans les débats interreligieux, n'étaient pas à la hauteur et que parfois, c'était le pasteur ou le prêtre qui connaissait mieux le prophète Isaïe. Quand on sait que le prophète Isaïe est fondateur, dans la construction et l'élaboration de la théologie chrétienne, on ne peut pas faire l'économie de la notion de serviteur souffrant et de toute la portée messianique de ces textes. Donc les élèves, en voyant... Vous élevez le débat dans la formation des élèves rabbins. Exactement, et on essaie de le faire avec... je dirais avec une bienveillance, parce que Louis-Marie Coudray, il ne juge pas, il est bienveillant, il est d'une humilité. Vous dites, ces rabbins vont atterrir dans une communauté, ils vont avoir des relations avec le curé du Exactement. Coin. Alors, monsieur le grand rabbin... Oui, pardonnez-moi juste, parce que je parlais de psychologie. On vient d'entamer un nouveau programme avec un psychiatre, qui est le docteur Bantman. J'y tiens énormément parce que, en même temps, ça fait un groupe de parole avec les élèves, et on va parler de la question des addictions, de la question du rapport à la différence, de l'acceptation de la différence. Et quand je dis différence, c'est toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui dans nos communautés. Et pas juste la question de l'handicap, la question de la différence en termes d'orientation sexuelle. Ce sont des choses qu'il faut évoquer. Si on ne les évoque pas à l'école rabbinique, alors on va être confronté à ça sans y être préparé. Et on ne doit pas être choqué. Donc, quand avec le docteur Bantman, on parle d'empathie, on parle de cas pratiques. Le docteur Bantman a une expérience avec l'OSE, mais il a une expérience aussi de consultant dans l'APHP. Et puis aujourd'hui, il participe à des colloques d'intellectuels. Donc j'y attache une importance parce que là, on est vraiment au cœur du métier rabbinique. Alors, Olivier Kaufmann, grand rabbin, directeur du séminaire israélite de France, en 2 minutes, dites-nous qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'on va prévoir une autre émission avant fin juin sur l'école rabbinique pour la rentrée. Mais dites-nous aujourd'hui, quel est l'appel que vous lancez pour l'école rabbinique? Rapidement. Alors, rapidement.
il faut absolument travailler la question du savoir universitaire et la question de la laïcité. Alors on a commencé à le faire avec le fait qu'on ait envoyé un élève à Sciences Po et un autre à Paris 1 dans la connaissance de la laïcité, mais je crois qu'aujourd'hui il faut absolument que les gens comprennent que s'ils ont besoin d'un rabbin, que s'ils veulent anticiper, je ne parle pas juste au président de communauté, je parle le fidèle de base, il faut absolument qu'il se soucie du destin et du devenir de ceux qui prendront en charge maintenant ou plus tard. C'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Pour le moment, il y a une communauté juive qui a besoin d'encadrement spirituel et c'est donc, j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer en détail dans les programmes de certaines matières qui sont enseignées par les rabbins et les enseignants. Aujourd'hui, j'ai parlé de psychologie et de dialogue interreligieux. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse rentrer en profondeur. Est-ce que vous nous autoriserez à faire une émission en direct, un grand entretien en direct de l'école rabbinique en parlant avec des élèves? Très bien, très bonne idée. Monsieur le grand rabbin, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon courage. On voulait parler de Purim, mais c'était tellement passionnant ce que vous nous racontiez. Mais on reviendra sur une émission en direct de l'école rabbinique. Merci, monsieur le grand rabbin. Merci.